Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des débats les plus populaires entre les fans de Naruto et de Jujutsu Kaisen. Le Kamui d'Obito peut-il traverser l'infini de Satoru Gojo? À première vue, la réponse semble évidente. D'un côté, Gojo possède une défense réputée absolue, capable de ralentir tout ce qui tente de l'atteindre jusqu'à l'arrêt. De l'autre, Obito maîtrise le Kamui, un ninjutsu spatio-temporel qui manipule directement une dimension parallèle et permet aussi bien la téléportation que l'intangibilité. Mais ce débat est souvent mal abordé. Beaucoup se contentent d'affirmer qu'Kamui ignore l'espace, donc il traverse l'infini, ou, à l'inverse, l'infini bloque tout, donc Kamui ne fonctionne pas. Pourtant, aucune de ces affirmations ne constitue une démonstration. Dans cette vidéo, on va laisser de côté les préférences personnelles. On va d'abord expliquer le fonctionnement exact des deux techniques à partir des informations officielles, puis analyser leur interaction étape par étape. L'objectif n'est pas de défendre Naruto ou Jujutsu Kaisen, mais de répondre à une seule question. Le Kamui peut-il réellement contourner l'infini de Gojo? Comment fonctionne réellement l'infini? Pour savoir si le Kamui peut traverser l'infini, il faut d'abord comprendre ce que fait réellement cette technique. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'infini n'est pas un bouclier invisible. Le pouvoir de l'infini est une technique héréditaire du clan Gojo qui permet de manipuler le concept même de l'infini. Concrètement, lorsqu'un objet ou une attaque se dirige vers lui, cette cible ne s'arrête pas d'un seul coup. Sa vitesse diminue progressivement à mesure qu'elle s'approche de Gojo, jusqu'à paraître complètement immobile. C'est le principe des séries infinies convergentes, illustré dans le manga par le paradoxe d'Achille et de la tortue. Autrement dit, plus une attaque se rapproche de Gojo, plus elle doit franchir une infinité de distances de plus en plus petites. Elle continue d'avancer, mais sans jamais pouvoir atteindre sa destination. Cette technique demande normalement une précision extrême dans la manipulation de l'énergie occulte. C'est pourquoi le sixième œil est indispensable. Il permet à Gojo de contrôler cette dépense énergétique avec une précision exceptionnelle. Après son éveil, Gojo améliore encore son pouvoir. Il automatise complètement l'infini, qui analyse en permanence ce qui s'approche de lui. Cette sélection repose notamment sur la vitesse, la masse, la forme de l'objet et la présence d'énergie occulte. Grâce à cette automatisation et à son sort d'inversion qui régénère continuellement son cerveau, Gojo peut maintenir l'infini actif quasiment en permanence. Il est également important de préciser une chose. L'infini n'est pas invincible. Le manga montre plusieurs moyens de le neutraliser, notamment les extensions de territoire, les techniques capables d'annuler un sort, ainsi que certains objets maudits comme la lance céleste. Cela signifie que l'infini possède bien des contre-mesures, mais elles reposent toutes sur des mécaniques spécifiques à l'univers de Jujutsu Kaisen. Maintenant que l'on sait précisément ce que fait l'infini, il reste une question essentielle. Le Kamui fonctionne-t-il selon un principe suffisamment différent pour contourner cette défense? Ou est-il lui aussi concerné par cette distance infinie? Comment fonctionne réellement le Kamui? Maintenant que nous avons vu le fonctionnement de l'infini, intéressons-nous au Kamui. Lui aussi est souvent mal compris, car beaucoup le résument à une simple téléportation. En réalité, le Kamui est une technique spatio-temporelle bien plus complexe. Le Kamui est le pouvoir propre au Mangekyo Sharingan d'Obito Uchiwa. Cette technique crée une dimension parallèle, appelée la dimension Kamui, et permet de manipuler la frontière entre cette dimension et le monde réel. Son principe est simple. Lorsqu'il est activé, un vortex spatio-temporel s'ouvre et transfère instantanément une cible vers cette dimension. Depuis l'extérieur, la cible semble être déformée avant de disparaître complètement. Cependant, les capacités du Kamui dépendent de l'œil utilisé. Avec l'œil droit, Obito peut rendre son corps intangible. Contrairement à ce que l'on entend souvent, il ne devient pas immatériel. En réalité, les parties de son corps menacées sont transférées dans la dimension Kamui, donnant simplement l'impression que les attaques le traversent. Ce même œil lui permet également de téléporter tout ce qu'il touche directement vers cette dimension. Avec l'œil gauche, utilisé par Kakashi, le fonctionnement est différent. Au lieu d'exiger un contact physique, il crée un vortex directement sur la cible observée. Ce vortex peut aspirer un objet entier, faire disparaître une attaque, ou même sectionner une partie du corps d'un adversaire si seule une zone est engloutie. Lorsque les deux Mangekyo sont réunis, le Kamui devient encore plus performant. La vitesse de transfert est fortement augmentée et il devient possible de combiner cette technique avec d'autres capacités, comme le Susanoo de Kakashi ou les Kamui Shuriken contre Kaguya. Mais malgré sa puissance, le Kamui possède plusieurs limites importantes. Son utilisation consomme énormément de chakra, surtout lorsque la cible est volumineuse. Kakashi souffre également d'une forte fatigue et d'une baisse de vision après des utilisations répétées. L'intangibilité d'Obito possède aussi une faiblesse majeure. Tant qu'il rend son corps intangible, il ne peut pas interagir avec le monde réel. Pour attaquer, saisir un adversaire ou utiliser certaines applications du Kamui,
il doit redevenir tangible pendant un instant. De plus, cette intangibilité ne peut pas être maintenue plus de 5 minutes en continu, une limite exploitée par Minato, Conan et d'autres adversaires. Enfin, le manga révèle que le meilleur moyen de contrer le Kamui est le Kamui lui-même. Les deux yeux, parce qu'ils sont liés à la même dimension, peuvent interagir entre eux et neutraliser certaines utilisations de cette technique. À ce stade, une différence fondamentale apparaît déjà entre les deux pouvoirs. L'infini agit en ralentissant tout ce qui tente d'atteindre Gojo, tandis que le Kamui manipule directement une dimension parallèle grâce à une distorsion de l'espace-temps. C'est précisément cette différence qui est au cœur du débat. Le vortex du Kamui doit-il franchir la distance infinie créée par Gojo, ou agit-il d'une manière qui contourne complètement cette défense? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Le Kamui peut-il traverser l'infini? Maintenant que nous avons expliqué le fonctionnement des deux techniques, nous pouvons enfin répondre à la question. À première vue, certains affirment que le Kamui contourne forcément l'infini, puisqu'il manipule directement l'espace-temps. D'autres soutiennent au contraire que l'infini bloque absolument tout ce qui tente d'atteindre Gojo. Mais ces deux affirmations vont plus loin que ce que montrent réellement les œuvres. Commençons par le Kamui de l'œil droit. Lorsque Obito rend son corps intangible, cette capacité ne lui permet pas d'attaquer Gojo. Elle sert uniquement à transférer certaines parties de son propre corps dans la dimension Kamui afin de laisser les attaques le traverser. Cette propriété n'interagit donc pas directement avec l'infini. En revanche, lorsque Obito veut téléporter Gojo par contact, la situation change. Pour utiliser cette version du Kamui, il doit toucher physiquement sa cible. Or, l'infini empêche précisément tout contact direct avec Gojo tant qu'il est actif. En l'absence d'un moyen d'annuler l'infini, cette application du Kamui ne peut donc pas être utilisée. Passons maintenant au Kamui de l'œil gauche, celui de Kakashi. Cette version est plus intéressante car elle ouvre un vortex directement sur la cible observée, sans nécessité de contact physique. C'est d'ailleurs cet argument qui revient le plus souvent. Si le vortex apparaît directement sur Gojo, alors il n'aurait aucune distance à parcourir. Cependant, le manga de Naruto ne précise jamais explicitement que le Kamui ignore toute notion de distance ou qu'il peut apparaître indépendamment de l'espace séparant l'utilisateur de sa cible. A l'inverse, le manga de Jujutsu Kaisen explique que l'infini agit précisément sur l'espace entre Gojo et ce qui cherche à l'atteindre. Autrement dit, nous savons exactement comment fonctionne l'infini. En revanche, l'œuvre de Naruto n'affirme jamais explicitement que le vortex du Kamui contourne ce type de manipulation spatiale. Cela signifie qu'il n'existe aucune preuve officielle montrant que le Kamui traverse naturellement une capacité équivalente à l'infini. A l'inverse, il n'existe pas non plus de preuve officielle démontrant que l'infini serait capable de bloquer une distorsion dimensionnelle comme le Kamui. Nous arrivons donc à une limite importante. Les deux mangas décrivent leurs techniques dans des univers différents, avec des règles différentes. Les œuvres ne montrent jamais leur interaction directe. La conclusion la plus prudente est donc la suivante. Il est impossible d'affirmer avec certitude, uniquement à partir des sources officielles, que le Kamui traverse l'infini ou que l'infini l'arrête. Toute réponse catégorique nécessite une interprétation qui dépasse ce qui est explicitement montré dans les mangas. C'est précisément pour cette raison que ce débat continue d'exister depuis des années. Verdict. Au final, le débat entre le Kamui et l'infini est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le Kamui est une technique spatio-temporelle capable de transférer une cible dans une dimension parallèle, tandis que l'infini manipule l'espace entre Gojo et ceux qui tentent de l'atteindre. Les deux pouvoirs agissent donc sur l'espace, mais pas de la même manière. En revanche, lorsqu'on examine les sources officielles, un constat s'impose. Aucun des deux mangas ne montre une interaction comparable entre ces deux types de capacités. Naruto n'explique jamais comment le Kamui réagirait face à une technique qui crée une distance infinie, et Jujutsu Kaisen ne montre jamais si l'infini peut arrêter une distorsion dimensionnelle comme le Kamui. C'est pourquoi il est impossible de donner une réponse définitive sans entrer dans l'interprétation. Si l'on se limite strictement aux informations officielles, la seule conclusion raisonnable est que le résultat ne peut pas être démontré de manière certaine. Affirmer que le Kamui traverse forcément l'infini ou que l'infini bloque forcément le Kamui revient à dépasser ce que les œuvres établissent explicitement. En fin de compte, ce débat repose moins sur des preuves irréfutables que sur la manière dont chacun interprète les mécanismes de ces deux techniques. Et vous, après avoir vu le fonctionnement de l'infini et celui du Kamui, quelle est votre interprétation? Pensez-vous que le vortex du Kamui contourne la distance infinie de Gojo ou que l'infini l'empêche malgré tout d'atteindre sa cible? Donnez votre avis en commentaire, mais surtout appuyez-le avec des arguments et des preuves issues des mangas.